des thèmes différents. À la fin, je me suis concentré sur les sujets dont je vais vous parler, et que c'est les rapports à la démocratie ancienne dans la philosophie politique, dans trois philosophes français, mais pas seulement, et les rapports à la philosophie ancienne, et tout spécifiquement à la démocratie athénienne dans les années 70-80. Et les philosophes sont surtout Foucault, Cornelius Castoriadis et Jean Rancière. Donc voilà ce que je vais faire, parce que bien sûr j'étais aussi très intéressé par le côté, on peut dire, épistémologie des sciences sociales du colloque. Tout au début de mon exposé, je vais vous présenter les contextes intellectuels que je vais analyser. Et je vais faire une petite réflexion sur quels sont les apports du métier de sociologue que je crois on peut mettre en avant pour faire une approche différente des rapports, une approche différente du rapport de Foucault, Castoriadis et Rancière à la philosophie ancienne. Je ferai aussi des petites questions autour de la continuité entre le métier de sociologue et un type d'épistémologie passeronienne, postérieure au métier de sociologue, dont je crois qu'on peut trouver la cohérence. Donc ça serait mon entrée dans le sujet. Et après, je vais vous montrer en quoi une approche comme le mien peut se revendiquer d'un style de raisonnement spécifique autour des trois principes de la théorie de la connaissance sociologique qui ont été formulés au métier de sociologue et qui après ont été récupérés et recodifiés par Passeron, et qui sont voilà, la construction d'objets, c'est-à-dire le travail avec des modèles qui étaient question de l'intervention qui m'a précédé, les principes de non-transparence, en quoi ces principes peuvent nous aider à développer d'autres types de questionnements sur les textes philosophiques et sur les trajectoires philosophiques, et les principes d'expliquer le social par le social, c'est-à-dire les principes antinaturalistes spécifiques du métier de sociologue, qui dans la sociologie de production intellectuelle et tout spécifiquement dans la sociologie de la philosophie peut jouer un rôle pour produire des opérations d'enquête et des formes d'établissement des chaînes de sens entre les textes et la production de textes différentes. Donc voilà, si j'aurais du temps, je dirais pourquoi c'est tout à fait salutaire, et même pour la philosophie, une approche inspirée pour la sociologie de la philosophie, mais peut-être je n'aurai pas le temps. Donc voilà, qu'est-ce que c'est cet intérêt à la démocratie athénienne? Je crois qu'on peut souligner trois points très résumés. D'une part, on voit la présence parallèle dans le temps d'un travail sur la démocratie ancienne et son signifié pour le présent chez des philosophes qui ont été importants dans la philosophie ou dans la pensée française des années 70-80. Foucault, Castoriadis, ils consacrent tous les deux en même temps des séminaires sur la démocratie ancienne dans les années 82. Et voilà, une question importante, parce que ni Foucault, il l'avait fait il avait fait une entrée déjà dans la philosophie ancienne dans son premier cours au Collège de France, ce qui était très significatif aussi. Je reviendrai si j'ai le temps. Donc, mais chez Castoriadis, jusqu'au moment, sauf certaines références érudites aux principes démocratiques dans le monde ancien, la présence du monde grec n'était pas importante. Si on parle de l'autre philosophe dont je vais parler, Jean Rancière, il faut attendre en 1982, au moment, si je ne me trompe pas, de la publication de sa thèse de doctorat, pour qu'il produise un autre livre très polémique envers la sociologie de Pierre Bourdieu, Les philosophes et ses pauvres, où les deux premiers chapitres sont consacrés à montrer
comment la sociologie trouve ses racines dans un discours antidémocratique produit par Platon contre les sophistes. Donc, première chose importante, dans les années 80, trois philosophes qui n'étaient pas spécialistes du monde ancien ont bien considéré important de se consacrer à l'étude de la philosophie ancienne. Il faut se demander pourquoi ça arrive. Et voilà, et ça produit aussi ça peut produire aussi des idées assez stimulantes sur quel est le statut d'un philosophe et pourquoi dans ce statut d'un philosophe, il faut toujours avoir quelque chose à dire sur la philosophie ancienne qui font de la discipline. Il y a une phrase de Foucault peu avant de mourir, parce que c'est 22 février 1984, où il dit il faut qu'un professeur de philo fait un cours sur Socrate au moins une fois dans sa vie. Donc voilà, il dit je viens de le faire, donc je peux mourir tout en étant prof de philo. Avant de faire un cours sur la mort de Socrate, on n'est pas du tout prof de philo. C'était une chose assez drôle et très bien vue, je trouve, et un peu émouvante, tout en sachant que Foucault savait déjà que sa mort était prochaine. Donc voilà, il y a une conjoncture intellectuelle importante, c'est le deuxième point intéressant, qui est lié dans les années 70-80 à la crise du marxisme. Et voilà, on pourrait se demander si chez ces trois penseurs qui ont eu un rapport étroit, bien que toujours très compliqué et très polémique envers le marxisme, parler de la philosophie ancienne, c'était pas une manière imposée par l'état du champ de continuer avec des préoccupations antérieures. Pour ça, je crois que la lucidité est présente chez certains d'eux, par exemple Jacques Rancière-Di, dans les années 80, avec l'entrée massive d'Hannah Arendt dans le monde philosophique et politique français, et de Léo Strauss aussi, il fallait, pour parler des classes sociales, de se référer aux auteurs anciens, par exemple de parler d'Aristote. Donc il était présentable de parler du lutte des classes, tout en faisant un commentaire de la politique d'Aristote, mais il ne fallait pas du tout citer Marx. Donc voilà, une chose très importante, la philosophie ancienne est un rapport spécifique à la philosophie ancienne, une manière spécifique assez contextuelle d'utiliser la philosophie ancienne, c'est une manière de se confronter à la crise du marxisme et aussi à l'éclosion des paradigmes de démocratie délibérative dans la philosophie politique. D'une part, ça a produit une substantialisation, une identité très forte pour une philosophie politique coupée du social et coupée du marxisme. Et l'agent fondamental, c'était un ancien philosophe qui venait aussi du marxisme, qui était Jürgen Habermas, avec la théorie de l'IAG communicationnelle. Il ne faut pas oublier que Foucault fait un cours sur ce qu'il appelle le rectangle du franc-parler de la démocratie ancienne. Il fait une analyse assez vite, mais toujours intelligente, bien qu'on peut le discuter, des trois discours de Péricle dans l'Assemblée athénienne. Et il nous montre comment il fonctionnait la prise de parole dans le monde ancien, au moment où, invité par Paul Bain, Jürgen Habermas faisait son cours au Collège de France. C'était le cours où il allait sortir un grand livre qui s'appelle Les discours philosophiques de la modernité, où il y a des critiques énormes envers Foucault et des louages d'ailleurs envers Castoriadis. Donc voilà, c'était le deuxième point important, c'était une modification, on peut dire, de l'état des champs et de ce qui était recevable du point de vue philosophique pour être identifié comme philosophe et pour exprimer certaines pulsions politiques. Les pulsions politiques ne pouvaient plus s'exprimer en parlant de l'autogestion chez Castoriadis. Il fallait parler des formes institutionnelles de la démocratie ancienne chez Athènes. Donc, troisième point, il aurait toujours, on peut dire, des innovations philosophiques spécifiques qui sont sorties de ces trois approches. Par exemple, il y a une notion d'anachronie envers l'anachronisme développé chez Rancière qui a son intérêt. Il y a, je peux l'expliquer
après, il y a une notion très importante aussi des germes comme théorisation de qu'est-ce qu'il peut persister du point de vue historique du passé, utilisé par Castoriadis pour établir des liens dont il disait dans les couleurs, quand on parlait qu'il était parfois très fantastique, entre des formes de résistance et d'autonomie qui passaient de la Grèce ancienne jusqu'à l'autogestion ouvrière moderne, et il y a des formes aussi d'élaboration des morales non normatives qui ont été produites par Foucault. Donc voilà. Et pour l'entrée pour les sujets dont je vais vous parler. Voilà quelles sont les idées du métier de sociologue qui me semblent intéressantes et mobilisées pour tenter d'expliquer quelle serait mon approche si je le ferais bien, voilà. Si je le ferais bien. Et je le fais mal et peut-être je ne suis pas l'auteur des principes, mais je crois que les principes sont quand même intéressants. Ces trois principes sont présents au métier de sociologue, mais ont été conceptualisés par Passeron dans un article postérieur des années 90 qui s'appelle « De la pluralité théorique en sociologie », où il fait un retour sur le métier de sociologue. Et il y a trois principes importants, et je vais ajouter le quatrième, un quatrième principe passeronien, mais je vais laisser de côté les principes passeroniens et je vais me concentrer dans les trois principes dont il parle. Le premier principe, c'est la critique de l'empirisme et de l'empirisme plate. Et c'est, dans le métier de sociologue, il y a une formule assez fortunée pour parler de cet empirisme qui n'est pas un vrai empirisme du point de vue philosophique, c'est un empirisme spontané, c'est un empirisme spontané des sociologues et qui suppose la dissolution du sociologue devant les données. Donc l'empirisme, une forme d'empirisme qui n'est pas l'empirisme du point de vue de la philosophie des sciences du XXe siècle, c'est la dissolution du sociologue devant les données. On va voir après qu'est-ce que ça peut donner pour les textes de philosophie. La deuxième chose importante, c'est la différence entre une théorie de la connaissance sociologique et une théorie du système social. Voilà, il y a des formes spécifiques de faire de la sociologie et qui ne supposent pas qui ouvrent un espace de formes diverses d'interprétation et de conceptualisation. Mais il y a une espèce de condition de possibilité de l'entrée dans les champs sociologiques à partir de certains principes. Et ces différents principes peuvent produire de manière différente des conceptualisations du social qui sont recevables. Sans ces principes-là, ces formes de conceptualisation du social, tout simplement, sont hors la sociologie. Un exemple, le naturalisme et l'anaturalisme quand on fait de la sociologie de l'éducation. Voilà, il y avait un morceau dans la reproduction, on disait, voilà, on ne dit pas que l'intelligence n'existait pas, mais on demande les droits de poser les questions sociales jusqu'au moment où on doit s'arrêter. Ce n'est pas un pari ontologique qu'on fait, c'est un principe d'enquête sociologique de poser que les inégalités sont dues à des questions sociales comme principe d'enquête, même si on sait qu'il peut y avoir un moment où on s'arrête et on dit que le social ne peut plus expliquer ou on ne sait pas comment on doit le faire. Voilà un principe d'entrée. Et si on dit, voilà, les différences sont des différences qui viennent des questions neurologiques ou d'autres formes de positions naturalistes, tout simplement, on ne dit pas, c'est pas vrai, c'est pas faux, c'est pas la question, peut-être c'est vrai, mais c'est pas la sociologie. C'est une autre approche. Voilà. Si on fait de la sociologie, on se demande les questions sociales. Sinon, on s'arrête. On fait de la philo, on fait une autre chose, de la neuroscience ou on boit. Et voilà, la troisième question importante, c'est contre l'idée d'un type de canon sociologique spécifique et normatif. Et voilà la possibilité de formes différentes de conceptualisation sociologique plus globale, de théorie du système social plus globale. Voilà un modèle intéressant, c'était aussi dans la reproduction, qui est un livre qui a eu très mauvaise fortune dans sa postérité, mais où on disait Marx, Durkheim et Weber ne sont pas cumulables, mais chacun donne avoir des choses que l'autre ne donne pas avoir. Et ce qui est intéressant, c'est un principe de stimulation de la théorie sociologique à partir des principes d'enquête qu'on ne doit pas résoudre dans un bâtiment cohérent, dans un édifice cohérent où toutes les formes de système social sont assumées. Voilà
autre aspect important du métier de sociologue pour mon travail. Je rentre dans les thèmes spécifiques et voilà. Quand on se confronte à des tests philosophiques, on se confronte à des tests sacralisés par une institution très importante, administrée de manière scolaire, que c'est l'institution du commentaire. Ce qu'on a quand on a un canon philosophique, ce sont des personnes qui sont plutôt entraînées dans la lecture canonisée, dans les commentaires des textes. Et voilà, c'est une forme d'empirisme tout particulière, parce que ce qu'on demande aux sociologues, c'est de s'annuler quand elles débattent les textes. Sur la critique toujours qu'on trouve quand on fait une histoire sociologique de la philosophie, ou une histoire sociale de la philosophie qui n'est pas concentrée dans les commentaires, des regroupements, on dirait indigènes, les écoles, les grands auteurs, etc., c'est de se dire on rate les textes, on rate le contenu. On rate le contenu parce qu'on plaque une théorie préalable qui n'enseigne rien sur les contenus. Donc voilà, c'est la forme spécifique que l'empirisme a dans le travail sur les textes philosophiques. Et bien que la plupart des philosophes qui défendent ça ne sont pas empiristes et protestent contre l'empirisme, mais c'est une forme d'empirisme spécifique tel qu'il était conceptualisé dans les métiers de sociologue. Donc, et voilà, première chose importante, il faut lire les textes selon les regroupements exigés par les canons. On peut voir des écoles, on peut voir des auteurs, on peut confronter les auteurs, confronter les écoles, dire si un auteur dépend d'une école ou d'une autre, tout ça est recevable, mais pas la lecture qu'on peut faire du point de vue sociologique. Deuxième chose importante, c'est que l'œuvre est transparente aux philosophes. L'œuvre est transparente aux philosophes, et voilà. Et ça est en question, et ça questionne un principe très important du métier de sociologue, qui était le principe de non-conscience. Le principe de non-conscience supposait que les gens n'ont pas, on peut dire, tous les clés entre leur logique subjective d'agir et les effets qu'ils produisent. Parce qu'on dit que ça vient de Pareto, d'une forme des rapports entre la logique subjective et objective chez Pareto, mais on peut le trouver bien sûr chez Marx. Et en tout cas, ce qui est important, c'est de dire même les savants sont incapables de voir ce qu'ils font quand ils écrivent des textes. Et troisième chose, voilà, c'est le principe d'expliquer le social par le social, qui est contre les modèles du naturalisme. Le modèle du naturalisme prend une forme assez particulière dans les champs philosophiques, qui est le modèle du génie. Il n'y a rien à expliquer de pourquoi un philosophe est si intelligent que ça. Tout simplement, il l'est. Et en fait, les formes encomiastiques des références aux auteurs philosophiques sont très rares dans d'autres manières de se rapporter au thème de recherche. Voilà, il y a toute une panoplie d'éloges qu'il faut faire quand on parle d'un philosophe et qui sont liés à l'idée qui rien n'explique voilà pourquoi ce philosophe est devenu le centre de l'admiration collective. Donc voilà comment on peut faire d'une autre manière. Pour les modèles dépendant de la question sur la question spécifique de la démocratie ancienne. Et je crois qu'il y a des manières de faire différentes. Il y a un livre qui m'a beaucoup inspiré, que c'est le livre d'un anthropologue du monde ancien qui vient de l'école de Paris, de Jean-Pierre Vernant et Pierre Vidal-Naquet, qui est Nicole Leroux, qui s'appelle L'invention d'Athènes. Le livre L'invention d'Athènes, c'est une étude sur l'épitaphe, sur les orations funèbres de Thucydide qui serait commentée par Foucault et par Castoriadis à l'époque, dans ces cours spécifiques, où il se demande, voilà, dans l'oration funèbre et dans toutes les formes d'oration funèbre et d'épitaphe qu'on a du monde ancien, quels sont les contenus de la démocratie qui sont présents.
Par exemple, il présente les salaires qu'on donnait aux jurés et aux participants dans l'Assemblée, oui ou non? Il était présent l'idée de rotation, oui ou non? Il était présent la participation massive ou il était plutôt présent les leaders de l'opinion publique ou de la cité. Voilà. Avec ça, avec ce type de comparatisme, on peut avoir, quand on analyse les rapports de nos trois auteurs à la philosophie ancienne et d'autres auteurs possibles aussi, la manière où on fait le tri de certaines propriétés de la démocratie ancienne en fonction d'un projet politique ou conscient ou inconscient. Par exemple, je vous mets un exemple. On peut lire toutes les pages de Foucault sur la démocratie ancienne. Jamais il sera question ni de tirage au sort, ni de rotation, ni de les salaires publics pour la participation. Il n'y a pas un mot. Bien sûr, il n'y a rien sur les inégalités sociales, même s'il parfois utilise des exemples où on voit une personne d'origine assez humble ou assez moyen qui fait une intervention importante dans un espace démocratique. C'est la dernière intervention d'Ioreste de l'œuvre d'Euripide, où c'est un paysan qui allait trépper à l'Assemblée, etc. Il ne dit pas que ça montre comment il était répandu, on peut dire, des formes de participation hors les élites. Par contre, si on regarde Castoriadis, on voit le contraire. C'est-à-dire les poids émis, les poids de l'analyse émis sur la présence du tirage au sort, c'est-à-dire des mécanismes spécifiques qui empêchent ou qui difficultent l'institutionnalisation des élites et des formes de distribution sociale liées à la participation politique. Donc, Castoriadis dit qu'ils sont très importants pour comprendre comment la démocratie athénienne pu devenir quelque chose à la main des gens d'origine sociale assez faible. Donc voilà, c'est pas dire Castoriadis a raison ou Rancière qui a d'autres propriétés. Dans le cas de Rancière, c'est différent parce que c'est après l'ouvrage de Bernard Manat, le principe de gouvernement représentatif, qu'il a commencé à développer. Mais c'est qu'on peut dire Castoriadis n'a pas raison ou Foucault n'a pas raison, non. C'est dire Athènes est construit de manière différente selon des projets politiques assez différents que dans un espace de très pertinent de la démocratie, on était choisi selon une manière de voir spécifique. Donc, ça amène au deuxième principe, que c'est le principe de non-transparence. C'est-à-dire, voilà, ce qu'on peut voir quand on fait un cadre et quelles sont les propriétés qui ont été soulignées par un auteur, c'est que, pas toujours, même si on considère que l'auteur ait caché certaines choses, bien par méconnaissance, bien par intérêt politique, ou je ne sais pas quoi, et c'est que l'auteur n'est pas toujours capable d'être lucide dans son rapport à son objet. Donc voilà, ça produit un effet énormément, c'est mon petite expérience, énormément difficile dans le type de commentaires qu'on fait des philosophes. Où ils sont toujours des commentaires, ou la plupart, ou une bonne partie d'eux, ce sont des commentaires où on analyse et à la fois on témoigne l'amour infini par les philosophes. Donc voilà, mais l'effet du tableau déjà produit une distance agressive qui est ressentie comme une attaque, comme de la violence, contre une partie qui est plutôt présente dans la trajectoire des philosophes au début de leur carrière, c'est-à-dire les philosophes on commence à se faire philosophe en faisant les commentaires d'un philosophe et on choisit son champion dans l'histoire de la pensée et au début de la carrière, c'est plutôt l'amour du texte qui prend les privilèges. Donc voilà, 5 minutes, très vite, je dirais, il y a une histoire à reconstruire. Premièrement, le rôle de la culture classique dans la formation des philosophes en France, son importance dans les sciences sociales, c'est-à-dire les commentaires d'Œdipe
depuis Jean-Pierre Vernant et Claude Lévi-Strauss, ont été fondamentales dans le débat intellectuel français. Donc il y a une histoire spécifique qui a fait que ces gens-là soient instruits et se soient intéressés à la culture ancienne qui ne sont pas ailleurs. Et il y a des innovations intellectuelles assez importantes liées au travail historique de l'École de Paris. Par exemple, on trouve en 1964 un compte rendu très élogieux dans la revue L'Homme de l'ouvre Clisthène l'Athénien signé par Pierre Bourdieu, où il dit chez Clisthène l'Athénien, le livre de Pierre Lévesque et Pierre Vidal-Naquet, il y a une formulation de ce qu'on peut appeler homologie de position, une chose que Bourdieu utiliserait après beaucoup. Et donc, il y a des apports spécifiques liés à la culture ancienne qui font que l'intérêt par la démocratie athénienne se soit imposé spécifiquement à certains philosophes. Et il y a aussi des formes spécifiques d'institutionnalisation grâce au faire-valoir d'un type légitime de savoir. Par exemple, ce n'est pas parfois un hasard si Castoriadis a commencé à se concentrer dans la démocratie ancienne et a abandonné l'étude de l'autogestion ouvrière au moment où il se faisait son institutionnalisation à l'école des hautes études en sciences sociales. Ce qui veut dire rien sur la qualité de travail spécifique de Castoriadis. C'est-à-dire, il y a des processus d'institutionnalisation spécifiques. On pourrait aussi se demander, ce qui disait Jacques Toncelot de Michel Foucault, pourquoi il est tourné chez les Grecs, étant donné qu'il ne voulait pas continuer à se confronter à l'audience qu'il avait gagnée, Foucault, dans les années 70, et qui s'est trouvé assez bouleversé après les cours que Foucault avait fait sur le néolibéralisme et sur le libéralisme. Donc, aller au grec chez Foucault, c'est changer d'audience et ne pas rentrer dans des sujets trop brûlants du point de vue politique. Et voilà, expliquer le social par le social, je finis très vite. Je dirais, il y a un modèle qui a été proposé contre les formes d'argumentation métaphysique où la qualité d'un texte est en rapport avec la qualité d'auteur dont il fait les commentaires. C'est un modèle qui vient d'un philosophe et qui a été explicité par Bourdieu dans Méditation pascalienne. C'est le modèle de Spinoza du traité théologico-politique où il dit pour faire une science double, il faut faire trois choses. Il faut un travail de description de trois choses. Premièrement, l'expérience sociale des individus. Deuxièmement, les modèles discursifs que les individus ont choisis, les thèmes, etc. Troisièmement, les gens qui ont introduit ces individus dans les canons. Spinoza lui disait pour les textes religieux, et dans l'explication d'un travail d'un philosophe, on peut considérer qu'un principe d'expliquer le social par le social, c'est de tirer jusqu'au fond sur comment l'expérience sociale des individus peut marquer son intérêt ou pas pour un certain thème. Deuxièmement, pourquoi ils ont choisi certains sujets, un modèle discursif pour les traiter, des formes spécifiques d'aller-retour entre les présentes et l'Antiquité très particulière, et comment ils sont rentrés eux-mêmes dans une industrie, dans une usine de commentaires qui fait que, par exemple, ils sont devenus dans ces commentaires du monde ancien revalorisés comme philosophes. Je lisais avant de venir un texte assez brillant sur les rapports de Foucault à l'éthique ancienne. La personne qui faisait le texte disait voilà, ça ne fonctionne pas dans la lecture qu'il fait de Platon, chez les stoïciens ça fonctionne encore moins, mais il est raté les vraies questions de poser ces demandes à Foucault, parce que Foucault est extraterritorial. C'est-à-dire, à un philosophe, à un vrai philosophe, on ne lui demande pas ce qu'on demande à un thésard. Il peut faire avec le texte ce qu'il peut faire. Ce qui est quelque chose qui est très particulier dans la culture philosophique. Quand on est un philosophe, on est extraterritorial, même par rapport à la propre histoire de la philosophie. Il est toujours ailleurs.
et qui est sorti de l'industrie des commentateurs de ces trois des penseurs. Et je crois que j'ai consommé mon temps. Merci beaucoup.